vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Et c'est sans doute le dernier bonjour de cette saison. On espère que vous allez bien. Ça va, Philippe David? Oh, ça va, et comme c'est notre dernière de cette deuxième saison ensemble, Cécile, j'ai un cadeau pour vous et un cadeau pour Philippe Bilger. Parce que ça s'imposait quand même. On a encore passé une saison ensemble. Tenez Cécile, tenez Philippe. C'est sympa pour les autres. C'est pour vos vacances. Allez-y, vous allez voir, Cécile. Il suffit de tirer, vous, ça s'ouvre tout seul. Voilà, ça s'ouvre. Alors, qu'est-ce que ça peut être? Alors, je sais que ça va vous manquer parce que vous n'allez pas me voir pendant 1 mois et demi. Et c'est un guide, ce ne sont que des blagounettes. Alors, le guide de l'humour 2024, vous allez pouvoir le potasser et moi, je vais le lire et à la rentrée, vous pourrez le tester. Mais Philippe Bilger, vous, c'est pour sa résidence secondaire du Cap d'Agde. Vous pourrez le montrer. Allez-y. Paris naturiste. Alors, vous pourrez le mettre dans votre bibliothèque, dans votre bungalow. Où vous promenez. Vous êtes d'ailleurs en photo dedans. Vous êtes à côté d'une statue d'Apollon. Et je suis tombé de l'armoire. J'ai été le chercher à toute vitesse. Ouais, je ne vois pas Cécile. Non. La page est déjà collée, Philippe. Oh la vache. Alors, bonne lecture. Merci, Philippe. Vous êtes adorable et surtout de merveilleux cadeaux tellement appropriés. Eh ben, écoutez, j'ai ouvert le livre de Philippe. Le premier mot sur lequel je suis tombée, c'est conne. Ça fait plaisir. Donc, allez, vous avez de la lecture. Merci Philippe. Attendez, combien de pages là que je... À 500, je crois. 500 pages en plus. Vous allez occuper mes week-ends. Ok, merci beaucoup. On vous remercie, moi et Farid, pour l'attention. Vous ne me supportez pas tous les jours. Allez, on vous souhaite la bienvenue. Merci en tout cas de votre fidélité pendant cette belle saison. Au sommaire de cette émission, avec un peu de sérieux, le grand débat du jour à 17h30. Jean-Luc Mélenchon souhaite une démission d'Emmanuel Macron si l'Assemblée s'avérait ingouvernable faute de majorité après les législatives. Hors de question, disent les proches du président, même si le chef de l'État démissionnait, son successeur ne pourrait pas dissoudre à nouveau l'Assemblée avant l'été 2025. Alors parlons vrai, dans l'esprit, il doit démissionner, mais pas dans la Constitution. Alors vous préférez quoi, l'esprit ou la Constitution? Venez nous donner votre avis au 0826 300 300, et pour le moment vous aimez l'esprit, vous croyez aux forces de l'esprit, puisque vous dites qu'il doit démissionner à 90%. D'accord, allez, Jean Garrigue sera avec nous, président de la Commission internationale d'histoire des assemblées. Et puis le coup de projecteur des vraies voix. Personne n'est propriétaire de ces voix, selon la formule consacrée depuis des lustres. Pourtant, depuis chaque second tour, se pose la question du soutien des candidats éliminés ou désistés. 3/4 des électeurs disent ne pas suivre les consignes de vote, selon un sondage, mais le quart restant pourrait s'avérer déterminant sur les circonscriptions aux résultats serrés. Alors parlons vrai, suivez-vous encore les consignes de vote des partis? Est-ce que le Front républicain signifie encore quelque chose? Et à cette question, les électeurs vont-ils faire barrage au RN? Vous dites non à 85%. Vous voulez réagir? Encore et toujours Nedjet au 0826 300 300. Et Bruno Millième sera avec nous, ancien député modène et ancien candidat Ensemble pour la République sur la 9e circonscription des Yvelines, qui a été obligé de désister à l'issue du premier cours. On vous souhaite la bienvenue, c'est les vraies voix jusqu'à 19h. Les vraies voix Sud Radio. Et pour nous accompagner, Philippe Bilger, qui a reçu un cadeau à 35 € alors que le mien coûte 19. C'est de la discrimination. Oui, mais lui, il y a moins de pages. Mais en fait, mais il y a des images. Philippe a compris mon sens de la transcendance. Il m'a acheté paradis. C'est ça. Avec nous... Farid Samani. Bonsoir Farid. Bonsoir Cécile. On est ravis de vous accueillir, porte-parole de Banlieue Plus. René Chiche est avec nous. On ne pouvait pas finir cette émission, cette saison sans René Chiche, directeur des rédactions du groupe Entreprendre de la Fond-Presse. Bonsoir, et j'espère que Philippe prêtera son livre. Ah ben bien sûr. Parce qu'il a l'air très intéressant. Ouais, oui. Vous voulez pas le mien, non? Oui, c'est dans quel état? Moi j'ai aucun humour. Je n'ai aucun humour. Ça c'est vrai. Ça saurait. C'est la première fois qu'il est réaliste envers sa personne de la saison. Un éclair de génie quand même. Le dernier de la saison. Il était temps avec notre auditeur du jour qui est Jovan. Comment on dit? Jovan? On dit Yovan. Bonsoir à tous. Yovan, très bien. Yovan, on est ravis de vous accueillir. De quoi parle-t-on dans un instant? Donc moi je souhaitais donc simplement pousser un coup de gueule par rapport aux origines, moi je pense, de tout ce qui arrive aujourd'hui. Donc c'est pour moi la crise Covid 2019. Alors on va en parler. Qu'on a pu... Alors bougez pas. On fait juste un petit teasing avec vous. On écoute le répondeur et on revient à vous. À tout de suite. Bougez pas.
Oui, bonjour Sud Radio. Victor d'Argelès, excusez-moi. Comme j'ai envie de parler vrai, je crois savoir que je suis à la bonne adresse chez vous. Je veux parler de la situation de la politique en France avec les législatives. Dimanche, je vais voter sans état d'âme pour le RN. Ce n'est pas ma tasse de thé, j'en conviens, mais hors de question de donner ma voix à un ou une islamo-gauchiste. Cela fait 40 ans que nos politiques, qu'on dit républicains, ont failli. Ils n'ont pas fait le job, comme on dit. Et ils s'étonnent aujourd'hui que le Rassemblement national est aux portes du pouvoir. De qui se moquent-ils? Ils sont aux abois pour une raison bien simple. Ils n'ont plus rien à voir à manger dans leur gamelle. Car la soupe est bonne. Voilà. Au revoir. Je rejoins notre auditeur sur le constat qu'il fait qu'en réalité c'est le macronisme et d'autres forces qui sont responsables de la montée du RN, mais il est libre de son choix. On n'est pas obligé de voter Nouveau Front Populaire et RN. On peut faire autre chose. On peut voter blanc. Y compris voter blanc, absolument. Un mot rapide. Oui, en réalité, Philippe a parfaitement dit, Mitterrand avait volontairement fait monter le Front National de l'époque à des choix purement électoralistes. On s'aperçoit que finalement Emmanuel Macron a fait la même chose. Et à ce jeu-là, en fait, on est vraiment dans une situation, à mon avis, beaucoup plus exceptionnelle. Rapidement, lorsque l'on vote au second tour pour un NFP, ça dépend à qui on a affaire. Pas la même chose de voter peut-être pour David Guiraud que de voter, même si Pour François Hollande. Oui, voilà. Quand l'auditeur dit je ne vais pas voter pour une islamo-gauchiste, je ne connais pas de qui elle parle, peut-être que là je peux comprendre sa réaction. Mais ça dépend ensuite qui est. Après, ça dépend des députés que vous avez chez vous aussi. En fait. Aussi. Yovan est avec nous. Yovan, les choses ont changé effectivement depuis la Covid, vous voulez dire? C'est ça. Oui, c'est un constat en fait qui a creusé toutes les inégalités, je trouve. Donc on n'a pas vraiment répondu aux questions et aujourd'hui on arrive à des cas extrêmes, comme on peut s'en apercevoir, entre le choix entre deux pôles, c'est-à-dire le pôle extrême droite et la gauche qui a fait un front populaire. Moi, il n'y a pas d'extrême gauche à proprement parler côté gauche. Et aujourd'hui, on a ce choix de société. Donc on a aussi un troisième choix au centre. Enfin, aujourd'hui, pour moi, les mieux adaptés à répondre à tous les problèmes qu'on a eus depuis la crise du Covid et les Gilets jaunes. Aujourd'hui, il y a un seul programme qui peut répondre à ça, c'est le programme du nouveau Front populaire. Qu'on soit très. Donc maintenant, qu'il soit perçu comme irréalisable ou qu'il soit traité d'antisémite ou d'islamo-gauchiste, moi ça me dérange en fait, ça fait mal parce qu'il y a quand même 8 millions de personnes qui ont constitué un socle qui était quand même la France insoumise, qui a permis aujourd'hui à la gauche d'exister. C'est vrai, là-dessus vous avez raison. Voilà. Alors, si rapidement, Philippe Bilger. Oui, il faut aller très vite. Yohan, vous prononcez à la perfection, c'est signe, Yohan. D'une part, je ne suis pas d'accord avec vous, mais je le dis très amicalement, il y a une extrême gauche. Et deuxième élément, je ne suis pas sûr que le Covid soit le ressort originel. Je verrais plutôt à l'époque les Gilets jaunes, en ce qui me concerne. Oui, rapidement, parce qu'on a très peu de temps. Le vrai sentiment, c'est le mépris qu'une partie de la population, en réalité, a perçu ces dernières années. Et effectivement, là où il a peut-être raison, c'est que le Covid, mais surtout, effectivement, les Gilets jaunes, ça a été l'accentuation de trop. Non, mais moi je vois pas le rapport avec le Covid. Moi, je vais être bref, je vois pas le rapport avec le Covid. Je suis d'accord avec Philippe, par contre, moi ça revient avec ça remonte plutôt effectivement à la crise des Gilets jaunes. Parce que le Covid, il y a même plutôt des gens qui ont été... Il y a peut-être des gens qui se sont posé des questions, qui ont réfléchi, ça a permis de... Selon moi, l'histoire du Covid, c'est l'infantilisation qu'on a eue de notre société. Voilà, par exemple. Dans un instant, merci beaucoup Yovan, vous restez avec nous, vous êtes notre vraie voix du jour et on est ravis de vous accueillir. Dans les 3 infos des législatives, ce sera avec Félix Mathieu, la parole du procureur. Alors François Ruffin se met-il en danger en s'éloignant de LFI comme le prétend Jean-Luc Mélenchon? On en parle dans un instant, on vous souhaite la bienvenue, on est ensemble jusqu'à 19h. Voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus.
Et nous sommes très contents avec Philippe David d'accueillir Philippe Bilger avec son nouveau livre sur le naturisme. Absolument. Qu'il vient de... J'ai toujours beaucoup aimé la nature et là je pousse jusqu'au naturisme. D'accord, c'est bien. Votre appart du Cap d'Agde, il sera parfait. C'est une autre façon de faire de l'écologie, voilà. Philippe Bilger. Mais mon seul regret, je le répète, c'est que vous n'y êtes pas. Mais vous savez que sous mes vêtements, je suis nue. Réfléchissez. Mais alors là, on va fantasmer toute l'émission. Farid Temsamani est avec nous, porte-parole de Banlieue Plus. Merci d'être avec nous. Et puis René Chiche, directeur des rédactions du groupe Entreprendre La Fond Presse. Ah oui. Il est très très concentré, je remarque. Oui, très. Vendredi, c'est toujours le cas. Concentré sur le livre. En deux mots. Allez, dans un instant, les 3 infos des législatives. Vous avez commencé à lire votre livre. Bah oui, bien sûr. C'est ça. Mon livre de blagues. Félix est avec nous. De quoi parle-t-on, Félix, dans un instant? Le saviez-vous, il y a des législatives après-demain. Non. On va en parler. Ah bon? On va en parler. En 3 mots, ça donne saut dans l'inconnu. Voilà. Très bien. Allez, tout de suite la place au procureur. Les vraies voix Sud Radio, le réquisitoire du procureur. Philippe Bilger. François Ruffin se met-il en danger en s'éloignant de LFI? C'est votre réquisitoire, monsieur le procureur. J'ai entendu Jean-Luc Mélenchon hier soir sur TF1 et j'ai beau ne pas l'aimer, il faut reconnaître qu'il a du talent. Qu'il est très doué dans l'argumentation, même si on la récuse. Et quand il a, en gardant son calme, évoqué François Ruffin hier soir, il a dit « C'est clair qu'il se met en danger en quittant LFI, il quitte un navire ». Qui lui a servi, et je me demande si Jean-Luc Mélenchon n'a pas raison d'une certaine manière, parce que François Ruffin était, comment dirais-je, admiré par beaucoup parce qu'il représentait au sein de LFI une opposition à l'encontre, bien sûr, de Jean-Luc Mélenchon. Maintenant qu'il a quitté LFI, il va se retrouver tout seul. Et au fond, que vaut-il tout seul? Et je le dis sans mépris ni ironie. Je crois que sans le contraste avec Jean-Luc Mélenchon, je crains que François Ruffin ait fait un mauvais calcul. René Chiche. Non, pour moi, c'est pas un mauvais calcul, mais ça fait quand même quelques mois que François Ruffin a même affiché ouvertement, il l'a dit, je suis social-démocrate. C'était même la couverture d'un magazine où il l'affirmait. Donc il a complètement bifurqué vers le côté un peu plus à droite de la gauche. Et à mon avis, il va pas se retrouver tout seul. À mon avis, il va atterrir certainement au sein d'un mini-groupe au sein d'NFP, soit au PS, soit à Place Publique. Mais il va pas se retrouver tout seul. Voire même, il va peut-être essayer même de créer lui-même un groupe avec des membres de NFP qui ne seraient pas mélenchonistes. Ouais. Type Alexis Corbière. Ouais, voilà, il y en a pas mal. Il y en a pas mal. Daniel Simonet, etc. Farid Temsamani. Moi, je pense que finalement, Ruffin prépare l'après-Mélenchon. Alors, le timing est assez surprenant, puisqu'à quelques heures du second tour, ça paraît assez délicat. Mais je pense qu'il fait un bon choix, parce que, à mon avis, il n'est pas le seul, à la France Insoumise notamment, qui anticipe. On l'a vu ces derniers jours, ces dernières semaines de campagne, Mélenchon, aussi talentueux qu'il peut être, est véritablement un repoussoir pour une bonne partie de la gauche. Et même si l'élection va nous amener à un nombre de députés assez fort du nouveau Front Populaire, en réalité, ils sont pas en capacité, tant que Mélenchon sera la tête d'affiche de ce parti, ne sera pas en capacité de véritablement gagner des élections à terme. Allez, tout de suite les 3 infos des législatives, et c'est avec Félix Mathieu. Les vraies voix Sud Radio. 3 infos qui sont Félix Saut dans l'inconnu. Silence radio dès ce soir avant un second tour à fort enjeu. Après-demain, le RN peut-il obtenir une majorité dimanche? Marine Le Pen dit y croire pour mobiliser ses troupes. Raphaël Glucksmann aussi dit y croire, mais lui pour mobiliser ceux qui redoutent ce scénario qui ne serait sans doute pas le plus probable selon le tout dernier rolling IFOP fiducial de ces législatives pour Sud Radio, LCI et Le Figaro. Les vraies voix Sud Radio. Et je vous la donne, l'estimation de ce dernier rolling des législatives avant la fin de la campagne. Il semble effectivement plutôt donner une tendance à la baisse entre aujourd'hui et hier pour le RN. Dans la dernière ligne droite, fourchette estimée aujourd'hui, 170 à 210 sièges pour le Rassemblement national à l'Assemblée nationale. 170 à 210 quand on était hier plutôt sur une fourchette de 210 à 240. On rappelle que la majorité absolue est à de 289 députés à l'Assemblée nationale. En deuxième position à gauche de l'hémicycle, le nouveau Front Populaire semble
lui aussi se tasser par rapport à hier. 155 à 185 sièges, quand hier encore la fourchette haute pour le nouveau Front populaire était au-dessus des 200. Là, on atteint à peine les 200 dans l'hypothèse haute en ajoutant les divers gauches hors du nouveau Front populaire. En fait, eh bien, c'est les groupes centristes qui semblent progresser par rapport à hier dans la dernière ligne droite. 120 à 150 députés estimés pour l'ancienne majorité présidentielle Ensemble. Et puis 50 à 65 pour les LR non-ciotistes et divers droite. Un rolling en tout cas à retrouver sur sudradio.fr. Et puis évidemment le sondage grandeur nature, ça sera après-demain. Et l'un des derniers événements de cette campagne pleine de rebondissements, c'est François Ruffin qui s'affichait à la France Insoumise. Oui, qui s'affranchit, vous en parliez il y a quelques minutes. Le député de la Somme ne siégera plus sur les bancs d'LFI s'il est élu dimanche. Campagne truffée de surprises comme ça. Il y en a eu d'autres. Par exemple, dimanche vont s'affronter une ancienne ministre de la ville d'Emmanuel Macron, et puis un qui l'était encore il y a quelques mois ministre, l'ancien ministre de la Santé Aurélien Rousseau, qui se présente cette fois sous les couleurs du nouveau Front populaire, plutôt tendance PS. En l'apprenant, Emmanuel Macron avait ironisé sur sa cohérence. Alors Aurélien Rousseau avait justifié ce choix il y a quelques jours chez nos confrères de France Info. Il y a un désaccord politique que j'ai acté en décembre dernier en quittant le gouvernement. C'est pas facile de quitter un gouvernement, c'est pas facile de quitter un collectif, une aventure humaine. C'est pas facile de constater qu'il y a une divergence profonde. Moi, je suis parti sur la loi immigration parce que je considérais qu'on allait trop loin sur les terres, sur les mots du Rassemblement national, et je percevais une orientation à droite qui s'est confirmée, y compris par certaines arrivées au gouvernement en janvier, puis depuis par certaines orientations. Donc, il n'y a pas là-dedans de calcul. Aurélien Rousseau, candidat du nouveau Front populaire dans la 7e circonscription des Yvelines, face à l'ancienne ministre, elle aussi, Nadia Hay, qu'on a entendu sur Sud Radio il y a quelques jours. Et c'est une autre des incongruités de ce scrutin. Ce candidat LFI s'est retiré pour permettre la réélection d'Elisabeth Borne. Oui, l'ancienne première ministre en ballottage défavorable derrière le candidat RN dans le Calvados. On a entendu en début de semaine son adversaire LFI qui a choisi de se désister. Il redoute une majorité RN encore plus qu'il ne redoute la chef de gouvernement qu'il avait pourtant âprement combattue au moment de la réforme des retraites. La réponse ici, chez nos confrères de BFM TV, de l'adversaire RN d'Elisabeth Borne, Nicolas Calbrix. Moi, les bras m'en sont tombés quand j'ai appris que 5 minutes après les résultats, il s'était retiré. On a fait 2 semaines de campagne où il était sur les mêmes marchés que moi. Il avait des mots extrêmement durs contre Madame Borne, qui était l'ennemi à abattre, qu'il fallait envoyer à la retraite, dégager, et voir que 5 minutes après les résultats, il appelle à voter pour elle. C'était extrêmement surprenant. D'ailleurs, il a dit que c'était un choix horrible. Et moi, je pense pas que les électeurs qui ont voté pour lui au premier tour seront capables de faire ce choix horrible et d'aller voter pour Madame Borne. Donc, ce que je leur dis, c'est votez en votre âme et conscience. En tout cas, face au sondage qui semble plutôt prédire une majorité relative pour le RN, attention, avertit Raphaël Glucksmann en déplacement à Marseille. Une majorité absolue pour le RN n'est absolument pas écartée, dit l'ancien chef de file PS Place Publique. Même propos, paradoxalement, mais en escomptant un effet de mobilisation inverse. Je pense que nous avons des chances sérieuses d'avoir une majorité absolue à l'Assemblée, déclare de son côté Marine Le Pen aujourd'hui. Merci beaucoup Félix, et on va en direct. En direct du Tour de France. Agriconomie.com, le site partenaire des agriculteurs, présente Sud Radio fait son Tour de France. Bonsoir Vincent Barthaud. Bonsoir Vincent. Bonsoir à tous les deux. Contre-la-montre de 25 km 300 entre deux lieux qui font rêver, Nuit-Saint-Georges et Gevrey-Chambertin. Pas besoin de dire pourquoi. Et où est-ce qu'on en est? C'est bientôt l'arrivée des leaders. Là, on voit Remco Evenepoel. Exactement. Alors on n'est pas très loin de l'arrivée en ce qui concerne Tadej Pogačar. Il est exactement à 2 km 500 de l'arrivée. Pour l'instant, il est toujours pour la gagne. C'est le duel des titans, effectivement, entre les 3 champions qu'on pouvait parler ce matin. Jonas Vingegaard qui en a déjà fini et qui est pour l'instant à la 2e place derrière Primož Roglič. Il ne nous reste plus que maintenant l'arrivée de Remco Evenepoel. Remco Evenepoel, c'est le champion du monde en titre. Il est exactement à 600 mètres de l'arrivée. Il est bien parti pour faire le meilleur temps. Il a pratiquement plus de 50 secondes d'avance sur Primož Roglič. Evenepoel, vous savez, il avait été victime d'une très très grosse chute pendant le Tour du Pays Basque. Il avait eu des côtes de fracturées, donc il a un petit peu plus de jus que les autres coureurs puisqu'il vient de reprendre sur le Tour de France. Et là, ils vont signer à pratiquement plus
plus de 52,6 de moyenne, 52 de moyenne exactement. Voilà, je m'en perds un peu. Les pédales, il a roulé tellement vite, il a eu un petit problème de mécanique sur la fin, mais Remco Evenepoel confirme pour l'instant son titre de champion du monde. Il est en tête du classement, donc avec Roglic à 34 secondes, Vingegaard à 37 secondes exactement, alors que là maintenant, on va attendre l'arrivée du leader de ce Tour de France qui s'appelle Pogačar, qui est exactement maintenant à 1 km 500. Alors il aurait un petit peu plus de 13 secondes de retard sur Evenepoel, mais ce n'est pas forcément très grave, on le sait qu'il va pouvoir garder ce maillot jaune, puisqu'au départ ce matin de Nuit Saint-Georges, il avait exactement 45 secondes d'avance au classement général sur Evenepoel, et donc Pogačar va confirmer que c'est vraiment le leader de ce Tour de France. Ça va être l'homme à battre. Il aura surpris pratiquement tout ce monde, puisque Vingegaard ne lui aura pas repris de temps. Voilà le dernier kilomètre exactement pour Pogačar, qui a toujours pratiquement 10 secondes de retard sur Evenepoel. Ça va vraiment se jouer entre les deux. La dernière ascension tout à l'heure, la petite côte d'1 km 600 a vraiment fait des différences entre tous ces grands champions, mais effectivement Pogačar devrait normalement de toute façon soit finir premier, soit finir deuxième. Il est exactement maintenant à 600 mètres de l'arrivée, on le voit, avec un public énorme sur la route de Chevrey-Chambertin. Pogačar qui a pratiquement à 400 mètres d'avance, à 400 mètres de l'arrivée, 15 secondes d'avance encore sur Evenepoel. Ça va se jouer à quelques secondes près. Est-ce que c'est Evenepoel, le champion du monde, qui va confirmer son titre? Est-ce que c'est lui qui va gagner? Oui, effectivement. On le voit, Pogačar est à 200 mètres de l'arrivée. Et voilà, il a perdu pratiquement plus de 2, 3, 4, 5, 6 secondes. Ça va se jouer dans un mouchoir de poche. Mais aujourd'hui, victoire de Remco Evenepoel devant Pogačar à 11 secondes. Il confirme son maillot jaune pour l'étape de demain qui partira de Saumur-en-Auxois et qui rejoindra Colombey-les-Deux-Églises. Merci beaucoup Vincent Barthaud. Merci beaucoup Vincent. Sud Radio fait son tour de France. Avec agriconomie.com, le site partenaire des agriculteurs. Et dans un instant, on va revenir sur cette information. Jean-Luc Mélenchon qui a estimé qu'une démission d'Emmanuel Macron doit être envisagée sérieusement en cas de majorité relative. C'était hier sur le plateau de TF1. Alors parlons vrai, dans l'esprit, il doit démissionner, mais pas dans la Constitution. Alors vous préférez l'esprit ou la Constitution? Si la France est ingouvernable, Macron doit-il démissionner? Vous dites oui à 90%. Vous voulez réagir? Le 0826 300 300. Et Jean Garrigue sera avec nous, président de la Commission internationale d'histoire des assemblées. On vous souhaite la bienvenue. À tout de suite. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. C'est la dernière des vraies voix pour cette belle saison que nous avons eu énormément de plaisir à partager avec vous, avec Maxime, avec Aude, avec Félix, avec tout ça quoi. Philippe Bilger. M'aidez pas surtout oui. Philippe Bilger. Si, non, Farid Temsamani, René Chiche. On est tellement nombreux que sinon on fait pas le grand débat. René Chiche, c'est anecdotique. C'est pas non plus. C'est la dernière, vous, aujourd'hui. Hein. C'est la dernière. Ouais. Qui aime bien châtie bien. C'est vrai. Voilà, c'est vrai. Voilà. C'est vrai. Et c'est vrai que durant toute la saison, j'ai dû vraiment. Oui, je vous kiffe. Vraiment, mais vous aimez vous faire châtier, vous. J'adore être châtié. Ouais, et on a même aujourd'hui un délicieux petit auditeur. Oh, il est chou, le petit Raphaël. On a envie de lui prendre du bisou comme ça. On est presque, je le préférais presque à Philippe David. Ah, mais moi, je le préfère à Philippe David. Bon, je vais le laisser. Il a un casque sur les oreilles. Il va prendre ma place. Ça, c'est très bien. Puis lui, au moins, il dit, à 6 ans, il dit des choses santé. Voilà. Et tout de suite, le grand débat du jour. Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. Si il n'y a pas de majorité, la solution pour sortir de l'impasse, c'est que lui s'en aille. C'est absurde. Je crois dans la force de nos institutions. Pourquoi M. Macron va accepter l'alliance de toutes les droites? Parce qu'il y va de son siège. Écoutez, je me suis soumis à 2 reprises au suffrage des Françaises et des Français. Alors j'entends tout ce qu'on dit sur ma pomme. On le disait il y a 2 ans. Il se trouve que je suis à des élections. Ils m'ont tout de même choisi, donc ça ne doit pas être si terrible que certains le décrivent. Ils ont rejeté tous les gouvernements jusqu'à ce que le président démissionne. Donc, il n'est pas vrai que le pays serait ingouvernable.
Et Jean-Luc Mélenchon conseille une démission pour Emmanuel Macron si l'Assemblée s'avérait ingouvernable, faute de majorité après les législatives. Hors de question, disent les proches du président, même si le chef de l'État démissionnait, son successeur ne pourrait pas, de toute façon, dissoudre de nouveau avant l'été 2025. Alors parlons vrai, est-ce qu'une démission ajouterait de la crise à la crise? Est-elle d'ailleurs envisageable pour vous? Et à cette question, si la France est ingouvernable, Macron doit-il démissionner? Vous dites oui à 90%, vous voulez réagir? Nadjet attend vos appels au 0826 300 300. Et Jean Garrigue est avec nous, président de la Commission internationale d'histoire des assemblées. Bonsoir, cher Jean. Bonsoir. Bonsoir, chère Cécile. Et vous avez vu, il vous a pas dit bonjour à Audrey. ce qui prouve bien qu'il sait qui est le patron. J'appelle l'autorité de lutte contre les discriminations immédiatement. Philippe Bilger. J'aime bien Philippe aussi. Je vois que Jean passe de France 2 à Sud Radio. Hein. Mais bon, moi ne sois pas jaloux, Philippe. Non, je suis pas jaloux. Je suis ravi d'être au Vrai Bois. Je pense que tu dois regretter d'avoir été sur France 2. C'est règlement de compte en direct. Non, mais je plaisante, bien sûr. Et surtout qu'il a été remarquable. Ouais. Mais pour répondre à la question de Sud Radio, moi je ne crois pas, malgré la volonté majoritaire des auditeurs de faire démissionner le président Macron, je ne crois pas que la solution puisse être celle-là. On a dit, et Jean le Premier et d'autres avec lui, que la Constitution de la Ve République était tout à fait utile, adaptable, qu'elle peut affronter n'importe quelle crise et prévenir n'importe quelle crise. Et donc je suis persuadé que malgré le désir exprimé hier par Jean-Luc Mélenchon, à aucun moment le président ne sera contraint de démissionner, parce que même si l'Assemblée paraît superficiellement ingouvernable, il y aura toujours des remèdes politiques à ces blocages. René Chiche. C'est-à-dire qu'en fait, déjà, il faut déjà attendre les résultats définitifs de dimanche soir, parce que Emmanuel Macron va être confronté soit face à une majorité absolue. On n'est pas à l'abri de majorité absolue RN, voire même de gauche, hein, on ne sait pas encore. Il y a quand même 16 millions quand même d'abstentionnistes, hein, on ne sait pas où ils vont voter tous ces gens-là. Donc, soit une majorité relative. Alors moi, qui en plus, vous le savez, vote Macron, je pense que s'il a devant lui une majorité absolue, je pense que malheureusement, qu'il sera contraint de démissionner. Parce que ça fera sa deuxième gifle électorale en l'espace de 3 semaines, ce qui est quand même énorme. C'est le contraire. Il sera complètement démonétisé. Tant au plan intérieur que même, imaginez au niveau international, un président qui a été déjà battu aux européennes, qui aurait reçu une autre gifle avec une majorité absolue contre lui aux législatives. Je pense que, en plus, étant quand même un président, comme je dis depuis plusieurs mois, un peu en roue libre, je pense qu'il est capable de démissionner. Car je ne le vois pas finalement affronter une majorité absolue ou même être cantonné à un rôle qui là serait vraiment minime. Les chrysanthèmes, comme on disait sous la troisième. Majorité absolue, je parle. Hein. Oui. On est bien d'accord. Hein. Moi, je pense que c'est prématuré de parler de la démission du président de la République. Néanmoins, là où je suis pas d'accord, c'est que s'il y a une majorité absolue, au contraire, il va pouvoir rester jusqu'au terme de son mandat. Pourquoi ? Parce qu'il va y avoir un gouvernement, les lois passeront. La vraie difficulté, et là il faut effectivement attendre le dimanche soir, c'est quels seront les blocs qui vont avoir à l'Assemblée. Or, on s'achemine vers une majorité relative, globalement alors, je caricature volontairement, mais un tiers. Il risque d'avoir ce qu'on appelle un gouvernement de coalition, sans la LFI. Or, la France Insoumise est majoritaire dans le nouveau Front Populaire. Absolument. Et en fait, le vrai risque, et moi ça me rappelle mes cours de droit, mais on va arriver sur quoi ? Sur un risque parlementaire, avec potentiellement des motions de censure où on fait tomber des gouvernements, à la condition que les parlementaires jouent le jeu. Or, on l'a vu, Emmanuel Macron, depuis 2022, n'avait pas de majorité absolue, il avait une majorité relative. Or, ça s'est joué peut-être à 6 voix, mais personne chez les parlementaires n'a fait basculer le gouvernement. Oui. Par contre, si véritablement il y a régulièrement des motions de censure et où on fait tomber le gouvernement, là, il va se passer quelque chose. Pas tout de suite, parce qu'il retentera des législatives dans un an, probablement. Et s'il
il n'y a toujours pas de majorité absolue dans un an, là se posera notamment la question non seulement de la démission d'Emmanuel Macron, mais peut-être même la survie du système de la Ve République. Jean Garrigue, vous êtes président de la Commission internationale d'histoire des assemblées. Il y a l'esprit, il y a la règle. Dans l'esprit de la 5e, il doit démissionner. Dans la règle qui est la Constitution, il n'est pas du tout obligé de démissionner. Quel est votre avis ? D'abord, je vous remercie de m'avoir convié à écouter les avis de vos experts, qui ont quasiment tout dit. Donc, il va me rester beaucoup de choses à ajouter. Non, très peu plaisanterie. Je rappelle que je suis plutôt de l'avis de Philippe Bilger, comme très souvent, qui est d'une grande sagesse et d'une grande perspicacité. Merci, Jean. Merci pour nous. Merci pour nous. Je revaudrais ça. Merci pour René Chiche et Farid Tasmanani. Ils reçoivent tout autant d'éloges. Non, je plaisante, Jean. Je rappelle que Jacques Chirac, après sa démission, après sa dissolution, avait reçu une claque monumentale. Ça ne l'a pas empêché de rester en place et ensuite d'être réélu. Alors c'est pas aujourd'hui le cas de figure pour Emmanuel Macron. Toute la question, ça va être de savoir s'il va jusqu'au bout de ce hubris gaulienne, c'est-à-dire qu'il considère que, à l'instar du général de Gaulle, lorsque la confiance du peuple n'est plus là, il faut démissionner, ou si au contraire, et je pense que c'est la deuxième solution qui va rester, il évite quand même ce déshonneur ultime d'avoir été celui qui précisément va fuir devant la confrontation, soit avec la majorité absolue, soit avec une chambre difficilement gouvernable. Moi, je suis de ceux qui pensent que, et d'ailleurs c'est ce qui s'est passé depuis 2022, la chambre ne sera pas ingouvernable. Elle sera difficilement gouvernable. Il peut y avoir plusieurs cas de figure qui se présentent, gouvernement de provisoire, gouvernement de coalition qui suivra un gouvernement provisoire, gouvernement technicien, mais je pense que, comme le disait Philippe Bilger, nous avons une constitution qui est suffisamment ductile, suffisamment souple pour permettre qu'un président de la République, même désavoué, même minoritaire, puisse continuer à jouer sa partie face dans l'adversité. Donc je serais prêt à parier, et connaissant en plus le tempérament du personnage, je serais prêt à parier que ce sera difficile pour lui de laisser la place. Philippe Bilger qui se délecte de vos propos. Non, mon cher Jean, comme vous avez su parfaitement distinguer parmi les chroniqueurs, plus sérieusement, essayons, dans le cadre, j'en ai bien confiance, d'une politique fiction, à votre avis, vous qui connaissez parfaitement les mécanismes constitutionnels, quelle pourrait être la seule situation où le président serait véritablement contraint de démissionner? Est-ce que vous pouvez en imaginer une? Moi, j'en imagine difficilement une situation de ce type, parce que même au cas où des motions de censure se succéderaient pour renverser tel ou tel gouvernement, telle ou telle majorité, et je ne crois pas à des motions de censure qui rassembleraient la France insoumise et le Rassemblement national, le temps que la France insoumise va être elle-même divisée par la sécession de François Ruffin. Donc ça serait compliqué d'avoir des motions de censure contre un gouvernement de coalition. Il pourrait y avoir des motions de censure face à un gouvernement de Rassemblement national, mais dans la mesure où le Rassemblement national a plutôt décidé de prendre le pouvoir, s'ils avaient une majorité absolue, ils ne seraient pas renversables. Dans tous ces cas de figure, si vous voulez, j'ai de la peine à imaginer que on se retrouve dans une situation de démission, sauf à imaginer, là encore, que Emmanuel Macron se prenne pour le général de Gaulle et qu'il nous dise, tiens, je vais vous faire un référendum qui sera un référendum plébiscite comme celui de 1969, et que là, à la suite de ce référendum, si les Français ne me font pas confiance, eh bien, je donne ma démission. Ça peut être une hypothèse, mais j'y crois moins parce que l'époque est différente, le tempérament d'Emmanuel Macron est différent. C'est un homme jeune, il n'est plus, il n'est pas encore attiré vers une retraite bien méritée comme l'était le général de Gaulle pour écrire ses mémoires. Donc voilà, pour moi, pour l'instant, on n'en est pas là. Farid Temsalani. Oui, il y a un élément à mon avis à prendre en considération, c'est qu'il reste 3 ans avant la potentielle prochaine élection présidentielle. Or, 3 ans, c'est très long pour les milieux économiques,
politique, pour un certain nombre d'éléments, pour le pays, ne peut pas être bloqué 3 ans. On peut tenter, malheureusement, peut-être une année, mais 3 ans, ça me paraît compliqué. Alors effectivement, le tempérament du personnage, mais le tempérament du personnage nous parlait également potentiellement qu'une dissolution n'arriverait jamais. Oui. Et pourtant, il l'a bien faite. C'est vrai. Oui, mais n'oublions pas qu'il a la possibilité de dissoudre dans un an. Oui, donc la situation actuelle ne sera pas éternelle. Donc il a la solution de la dissolution. Mon cher Jean, je vais juste tenter de dire quelque chose qui, et j'espère, emportera votre adhésion. Puisque allez, je plaisante. Non mais au-delà de l'analyse institutionnelle qui est tout à fait juste, est-ce que vous ne pensez pas qu'il ne faut pas mettre de côté quand même le côté quand même psychologique et personnel d'Emmanuel Macron? C'est un homme qui est capable de tout. Souvenez-vous, avant les européennes, il avait dit les européennes n'auraient aucune. Exactement. Il a récemment dit aussi il y a quelques semaines, je ne démissionnerai pas de mon poste de président. Moi, je pense que Emmanuel Macron est quelqu'un qui est capable de tout. Ce n'est pas un homme politique comme les autres. Face à une majorité contre lui, je ne le vois pas tenir longtemps. Jean Garrigue, rapidement parce qu'on a l'auditeur. Je suis d'accord avec vous. Il y a l'hubris macroniste, c'est quelque chose dont on est obligé de tenir compte. Mais je rappelle aussi, malgré tout, que si vous prenez l'opinion l'opinion internationale sur Emmanuel Macron, elle est beaucoup moins sévère que celle des Français. Et ça, c'est aussi quelque chose. C'est quelqu'un aussi qui est obsédé par son image internationale et son image européenne. Enfin, il y a comme Jean, pardon, je vous coupe, il y a quand même quelques pays qui seraient ravis qui lui arrivent, enfin en tout cas, qui démissionnent. C'est une certitude. Bah oui, parce qu'il est quand même allé donner de leçons à certaines personnes, en tout cas certains pays, et ils s'en souviennent. Allez, 0826 300 300. Yovan est avec nous. Oui, bonjour Jean. Donc moi j'avais simplement un avis tranché sur la question. Pour moi Macron il doit pas démissionner. Car la France traverse une crise majeure. Donc il faut voir la montée du RN comme un signal d'alarme important et il faut en tirer des conséquences. La conséquence c'est qu'il va falloir gouverner autrement, mais réellement, et prendre en compte réellement les difficultés qu'on a tous les jours et apprendre à gouverner avec d'autres avis et d'autres partis ensemble. Là, il a dit qu'on a enfin compris. C'est ce qu'a dit Gabriel Attal. Ça aussi, c'est pas du mépris, Jean Garrigue, de dire après tout ce temps, ça y est, on a compris maintenant. 7 ans pour comprendre, c'est un peu long, surtout quand pour certains ministres, leur intelligence c'était un handicap. Parce que c'est un bonapartiste qui, jusqu'au bout, a considéré de toute façon que sa parole était performative et que ceux qu'il pensait devaient façonner la vérité, devaient façonner le réel. Je pense que là, il est rejoint par des réalités et je pense qu'il y a une formidable opportunité. Alors pas simplement pour Emmanuel Macron, laissons-le de côté, mais je dirais pour notre système politique de se moderniser, de se réformer, de se démocratiser à la faveur de cette crise, notamment de réfléchir précisément sur un rééquilibrage des pouvoirs entre le président, le Premier ministre et l'Assemblée, réfléchir éventuellement à un nouveau mode de scrutin proportionnel, parce qu'on sait que partout et à toutes les époques, le scrutin proportionnel a favorisé la conciliation, le compromis, des alliances. Je ne dis pas des compromissions, mais des alliances. Essayer de gouverner autrement, de manière beaucoup moins verticale et autoritaire que ne l'a fait Emmanuel Macron. Merci beaucoup Jean Garrigue, et c'est vrai que votre livre « Jours heureux quand les Français rêvaient ensemble », là je veux dire que ça donne une espèce de... Ça donne le peps. Voilà, ça c'est la patate, en tout cas. Merci mille fois d'avoir été avec nous. Yovan, vous restez avec nous, vous allez jouer avec contre nos vraies voix dans un instant. Vous êtes là, Yovan ? Je suis là. Vous pouvez envoyer le jingle ? Enfin, la pub. Allez, c'est parti pour le jingle. On envoie la pub. Allez, on y va. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Le retour des vraies voix avec Cécile de Ménibus, tout de blanc vêtu pour sa dernière de la saison. Philippe Bilger. Elle est très en beauté. Cravate parfaite avec un nœud absolument digne d'un grand couturier. Farid Temsamani, pareil, toujours d'une élégance rare. Et René Chiche, qui exhibe toujours ses attributs quand il vient dans l'émission. Je ravalonne du pauvre. Je voulais juste vous dire que je vais dynamiter le dernier Qui c'est qu'il a dit. Vous allez voir pourquoi. Vous n'allez pas savoir pourquoi. Il est tour modeste. Pas pourquoi. Non, vous ne pouvez pas savoir là. Dynamité. Vous allez voir. Vous allez voir ce que c'est. Yovan, je suis désolée de vous montrer ce triste. Non, mais il va gagner. Ah, vous allez gagner.
gagner. Ah, il va gagner. Bon. Il va gagner. Yo, si je gagne, tant mieux. Ah bah oui, bah vous êtes là pour ça. Allez, on y va. Allez, on y va. Allez, Les vraies voix Sud Radio, le quiz de l'actu. alors mon cher Yovan, vous répondez, vous avez 5 secondes pour répondre. Si vous n'avez pas la bonne réponse, ce sont nos vraies voix qui prennent le lead, comme on dit. Question, qui c'est qui l'a dit à 3 points. Il faut un gouvernement d'entente républicaine hors extrême pour apaiser la France et je suis là pour les aider. Glucksmann. Non. Stéphanie de Monaco. Non. N'importe quoi. Attal. Non. Non. Raffarin. Non. C'est un maire de grande ville. Estrosi. Non. Non. Chantal Latsou. Non. N'importe quoi. Le maire de Montpellier. Non. Non. J'avais dit, il a pas de bol. Ah bah oui. Ah oui. Oui, oui. le bol. Oui. Nescafé. Non, vous l'avez dit hier. Quel imbécile. Oui, le bol. Allez, il n'y a pas de bol. Le pot. Oui. Voilà. François Bayrou. C'est moi qui l'ai dit, hein. Non, mais il a dit non, verre il de a dit en pot, premier. donc ça va. Et Philippe comme Bilger, Vous 3 avez points. dit là-dessous, arrêtez 2 secondes. Non, mais... Vous allez voir. Allez, Jovan, qui c'est qui l'a dit à 1 point? À 1 point parce qu'elle est facile. Les Français en ont marre de se faire donner des leçons de morale, des consignes de vote. c'est à vous, Yovan. Oui. Non, Je sais. C'est une femme. Allez-y. Marine. Bonne réponse de mince, Philippe Bilger, Marine Le Pen, il Vous engrange un l'appelez point. Marine, Ouais. vous les mais je appelez suis tous très bien, mec. Vous appelez tout le monde par leur prénom. Allez, qui c'est qui l'a dit de 2 points? Je n'ai pas l'habitude de m'en aller. Et ce n'est pas en France. Ce n'est pas en France. Ah oui, je sais. Jovan? aucune idée. Taylor Swift. Biden, bonne réponse de Farid Temsamani qui marque 2 points. Il est bon. Non mais j'ai dit qu'aujourd'hui je faisais un autre jeu. Mais comme d'habitude en fait. Non mais sinon je savais la réponse. Hein. Qui c'est qui l'a dit à 2 points? Oui. Il faut rompre avec le bruit et la fureur. Jean-Luc Mélenchon est un problème immense. Je sais. Jovan? Oui, ça? Non. La compagnie créole. N'importe quoi. Vous nous donnez une petite... Le bruit. Petite idée. Ah oui, je sais. Et allez-y. Loana. N'importe. Non. Il y en a un dans le studio. C'est un neurodépité. Il y en a un qui s'appelle pareil dans le studio. Un neurodépité. Bah oui. Raphaël Glucksmann. Voilà. Raphaël Glucksmann. C'est Bonne pour ça que je réponse dis de René Chiche. euro. Non, c'est moi là. Non, Vous voyez, c'est Farid qui a été plus rapide. Ah oui, c'est Farid. Bon, je veux bien 2 parce points. que Raphaël est là. hein. Qu'est-ce que vous êtes bruyant? C'est pas possible. Oui, c'est vrai. Oui, vous êtes très bruyant. Vous allez être en vacances bientôt, vous êtes contente? Oui. Tellement avec grâce à vous. Allez, à vous Philippe. Non, c'est à vous. Oui, ok. Bah, Bon, comme question, vous qui voulez, c'est qui l'a dit sur les appels à la démission d'Emmanuel Macron? Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon sont toujours en avance sur la crise qu'ils souhaitent. Gérer le pays, redresser le pays, répondre aux besoins des Français, ce n'est pas leur truc. Je sais. Allez, je sais. Jovan. Alors là. C'est pas le père Fouras. Non, non. C'est un président de région. C'est une région. C'est le. Comment ça s'appelle? Oui, bonne réponse. Xavier Bertrand. Xavier Bertrand, exactement. Il marque 2 points, Farid. Merci, c'est gentil. Pour la dernière. Allez, le dernier. Allez, tiens, un à 3 points. Allez, dans un 2 points. Je n'irai pas au gouvernement avec Monsieur Macron pour 2 points. Avec ça... C'est une femme. Alors là. Une femme. Elle fait du water polo, c'est ça? De la natation. Manon Aubry. Bonne réponse de René Chiche. J'ai voulu terminer en beauté. Je suis désolée, Yovan l'a dit avant vous. Non, il l'a dit avant Jovan. Non. Ah si. Non, il l'a dit. Non, mais même le dernier jour, j'ai pas le temps, je peux pas tricher quoi. Non, vous avez tellement triché depuis le début de la saison. Bon, et bah d'ailleurs, écoutez, pourquoi de la natation? Elle fait de la natation. Eh bien, écoutez, c'est Farid Temsamani qui a gagné, quel que soit X, avec 6 points. Merci. Bravo. Merci beaucoup d'avoir participé à cette émission. On était ravis de vous accueillir. À très bientôt. Vous partez bientôt en vacances? Bientôt en Bretagne. Ah, la Bretagne. Oui, c'est ça. Non, mais... Ah oui. Et vive les crêpes. C'est ça, Trugarez-Vraz. bien sûr. Allez, merci beaucoup d'avoir joué avec vous. Et ben voilà, très bien. On vous embrasse. Dans 10 minutes, le tour de table de l'actu des vraies voix. Et allez, on fait une petite pause, Philippe Bilger. Plus casser des injonctions de Kylian Mbappé. Farid Temsamani. Le management toxique dans l'éducation nationale. Et avec vous, René Chiche. Une surprise de fin de saison. Ah, très bien. On adore ces surprises. Allez, à tout de suite. Sud Radio. Sud Radio.
Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Et royalement entouré ce soir. Philippe Bilger est avec nous, Farid Tebsamani et puis René Chiche. Hello Cécile. Sur la route de Cécile. Sur la route de Cécile. Fin de saison. Là, c'est la fin de saison. Là. Mais malheureusement, ça a été comme ça toute la saison. C'est ça, ah oui, c'est vrai en plus. Allez, dans un instant avec Félix Mathieu, vous nous emmenez où? Vous avez la parole. On part dans les Yvelines avec une sorte de barrage inversé. Une candidate RN qui s'est retirée pour faire barrage à la France Insoumise. On va voir comment le candidat UDI accueille cet étonnant soutien. Pour ce dernier coup de gueule de la saison, je voudrais parler d'un des éléments de notre culture qui s'en va. Dès le 19e siècle, on venait à Paris pour s'amuser. On venait écouter les opérettes d'Offenbach, faire la fête dans les restaurants et s'encanailler dans les cabarets. Le plus vieux, le Paradis Latin, ayant ouvert en 1802. Ces cabarets dans lesquels étaient toujours garés des cars de touristes venus des quatre coins du monde. Un secteur d'activité qui ne va pas très bien, car après le Lido, le Don Camillo, le Petit Casino, c'est désormais chez Michou, lieu mythique de Montmartre, qui va fermer ses portes. Un lieu de fête où les michettes vous servaient à table avant de monter sur scène dans un spectacle transformiste qui valait le détour. Comme les danseuses du Lido vous faisaient rêver, ou comme les humoristes et autres imitateurs vous faisaient hurler de rire au Don Camillo ou au Petit Casino. Une fermeture qui est probablement la conséquence de plusieurs facteurs. Le Covid et ses effets a posteriori, la baisse du pouvoir d'achat des Français, une soirée dans ce type d'établissement coûte relativement cher, mais peut-être aussi une baisse de fréquentation de ce type de lieu de culture. Car le cabaret est un produit culturel qui est ignoré, car peut-être jugé un peu trop populaire pour ceux qui donnent le là dans les médias culturels. On l'a vu quand le service public a sorti des programmes Le plus grand cabaret du monde de Patrick Sébastien, émission populaire qui cartonnait. Alors vous me permettrez de conclure cette saison en ayant une pensée pour les michettes qui vont pointer à France Travail, ainsi que tous ceux qui travaillent dans cette culture non subventionnée, qui ont perdu leur emploi. Et si vous le pouvez, faites-vous plaisir en allant dans un cabaret, un pan de notre culture qui ne doit pas disparaître. Philippe Bilger. Même si vous avez une conception, de mon point de vue, un peu dégradée de la culture, c'est tout de même... Je vous en prie. Un événement fabuleux que pour la première fois depuis que j'ai le bonheur de faire les vraies voix, vous abordiez un sujet culturel. C'est absolument remarquable. Vous terminez en beau. Voilà, c'est Noël. Non mais excusez-moi, la coïncidence c'est qu'il y a 2 jours, j'ai vu la nièce de chez Michou, qui est la propriétaire, justement pour éventuellement. Ouais. Alors la décision ne sera définitive que le 16 juillet. Hein. Oui, mais c'est pas très bien parti. On va dire non, c'est pas très bien parti, mais il semblerait que la mairie de Paris et éventuellement même le ministère de la Culture veuille donner un coup de pouce à chez Michou. Bien sûr. Mais en tous les cas, j'ai apprécié votre chronique, parce que c'est vrai que tous ces cabarets parisiens, vraiment, qui disparaissent peu à peu. Des lieux mythiques. Comme d'ailleurs, une dernière chose, je termine, comme aussi les cinémas parisiens qui disparaissent de plus en plus. C'est vrai. Il y a le problème du foncier. Notamment à Paris, qui est extrêmement cher, et donc du coup le modèle économique n'est plus trop viable, et en fait il faut véritablement réfléchir à d'aides conséquentes pour pouvoir maintenir effectivement ces éléments de vie qui ont fait et qui feront, j'espère, toujours le bonheur de Paris et de la France. Allez, vous avez la parole avec Félix Mathieu. On a très peu de temps, mais dans les Yvelines, avec cette candidate RN qui s'est retirée en expliquant vouloir faire barrage à l'extrême gauche. Oui, on a beaucoup parlé de barrage dans cet entre-deux-tours, des désistements pour éviter des triangulaires, mais là, dans la 11e circonscription des Yvelines, eh bien, c'est la candidate RN Victoria Doucet qui a créé la surprise. Elle se désiste donc en faveur du candidat UDI soutenu par LR, Laurent Mazory. Le Rassemblement national dans le département explique vouloir faire barrage, je cite, à l'extrême gauche, c'est-à-dire au candidat de la France Insoumise, Nouveau Front Populaire, William Martinet, et puis à son suppléant Ali Rabel, le maire Génération de Trappes. Alors pour en parler, nous sommes en ligne avec Laurent Mazory, candidat UDI soutenu par LR dans les Yvelines et qui bénéficie donc de ce désistement RN. Bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous dans Les Vraies Voix sur Sud Radio. Comment vous accueillez ce désistement, est-ce que ce quasi-soutien finalement du RN, est-ce qu'il vous a surpris ? Alors oui, complètement. Il nous a absolument surpris, mais la seule chose qui nous a pas surpris, c'est que la candidate RN est disparue, puisque nous ne l'avons en fait jamais vraiment vue ni découvert pendant le premier tour. C'était une candidate fantôme sur la circonscription.
pas de photographie sur les affiches du Rassemblement national sur les panneaux officiels, pas de tracts dans nos boîtes aux lettres, pas de vision sur les marchés, pas de contact, pas d'existence. Donc de la même façon qu'on a découvert cette candidate fantôme au moment où on a découvert les candidatures, de la même façon, mardi dernier, on a découvert qu'il n'y avait pas eu de dépôt pour le deuxième tour, et on en a été vraiment les premiers surpris, même si vous avez raison, de fait, mais je dirais comme tous, quand il y a un retrait, on espère en bénéficier, on espère que les électeurs seront pas perdus, qu'ils sauront reconnaître les candidats de droite et du centre comme étant porteurs aussi d'une partie de leur mécontentement, mais on en a été complètement surpris. On l'a accueilli avec beaucoup de plaisir, mais avec énormément de surprises. Elle existait suffisamment pour disparaître à votre bénéfice, tout de même. En fait, franchement, si vous la connaissez, si vous la rencontrez, si vous savez où on peut la joindre, je vous assure, je serai le premier heureux de pouvoir la saluer. Mais non, pas du tout. Pour nous, elle n'avait pas d'existence. Je le redis, si vous aviez, nous sommes à la radio, mais si j'avais la possibilité de vous montrer les affiches, vous auriez vu que les affiches de ce premier tour, nous avions Jordan Bardella, Marine Le Pen en gros plan. Il y avait marqué « Votez pour votre Premier ministre » et en tout petit caractère, il y avait le nom de cette candidate qu'on ne connaît pas. D'accord. Ah oui, c'est malin. En tout cas, c'est... Bon, Du écoutez... marketing politique comme on vend parfois de la téléphonie mobile, voilà. Bon, écoutez... Donc un ralliement de poids pour vous, finalement. Oui. C'est ça, merci. Heureux d'en bénéficier, mais le premier surpris. Et vous dites que c'est un barrage républicain ? Ah oui, pour nous, c'est un barrage républicain. Je ne veux pas dire ici du mal, évidemment, de mon concurrent, mais nous le connaissons pour l'avoir eu pendant 2 ans en tant que député. Nous savons également certains drapeaux qui ont pu être affichés, qui le sont encore aujourd'hui, sur un de ses soutiens, qui est M. Rabet sur la mairie de Trappes. Et en effet, ça peut avoir avec une législative, ça a beaucoup plus à voir avec la défense d'intérêts étrangers qu'avec la défense des intérêts français. Donc oui, nous considérons que nous sommes plus qu'un barrage républicain, nous sommes une solution républicaine. Merci beaucoup, Laurent Mazury. Candidat UDI soutenu par les LR dans les Yvelines. Merci beaucoup Félix Mathieu. Merci Félix. Vous restez avec nous dans un instant, le tour de table de l'actu des vraies voix. On va commencer par René Chiche, tiens. Dans combien de temps de quoi parle-t-on? Alors, on parlera d'une surprise de fin de saison. Ah oui, très bien. Avec Farid Temsamani. Le management toxique dans l'éducation nationale. Et au final, plus cassé du mépris de Kylian Mbappé. Allez, on fait une petite pause, chers amis, et on est ravis de vous accueillir, en tout cas jusqu'à 19h pour cette dernière émission de la saison. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense. Permettez-moi de vous féliciter pour vos émissions. Je me délecte, je vous redécouvre et j'apprécie. Très joli cadeau à Philippe Bilger sur le nudisme. Oui, mine de rien. Et oui. Mine de rien. Il y a de belles images de nudistes. Oui. Pour vos vacances au Cap d'Agde, ça va être bien. Pascal Pro qui fait du nudisme, ça rend des choses. Il balance des trucs, c'est pas possible. J'étais pas au courant. Oui. Je savais pas non plus. Mais non, je crois que la France ne savait pas. Merci Philippe Bilger. Mais le nudisme est une activité parfaitement naturelle. Oui, bien sûr. Quand j'avais rencontré René. C'est vrai, si vous vous souvenez. Oui, à l'époque. C'était bien. Mais moi, je comprends pas qu'on fasse des émissions habillées. Non, mais d'ailleurs, je peux vous dire, j'étais assez impressionné. Vous avez raison, tiens. Non. J'ai été impressionné par Philippe Bilger. Ah bon? Oui, absolument. Oui. Bon, maintenant que vous avez fait rêver la France, les amis, on vous souhaite la bienvenue, le tour de table de l'actu de nos vraies voix. Buenas tardes, amigos. Vous une petite blagounette qu'on m'a raconté ce week-end. Mais non. Qu'est-ce que c'est qu'une douche sans eau? Je sais même plus. Une douche. J'ai rien compris. Le tour de l'actualité. Celle-là, vous avez bien fait. Voilà. Philippe Bilger, puisque vous avez la parole. C'est à moi. Oui, Alors, c'est à vous. je suis la première fois Kylian Mbappé s'est emmêlé de politique. Après tout, il a le droit. Il est, en tant que citoyen, il peut penser par lui-même et à la limite, il peut aller jusqu'à donner un conseil, comme il l'avait fait il y a quelques jours en disant il faut se méfier des extrêmes. Déjà, je commençais à penser qu'après Thuram, ça faisait un peu beaucoup de la part de gens qui ne savent jouer qu'avec leurs pieds. Et puis après, il a remis ça... Logique, les mains, c'est interdit. Il a remis ça hier ou avant-hier, et d'une manière qui m'a profondément déplu.
l'ironie et surtout voter du bon côté. On a compris, puisqu'il est macroniste, qu'il faut éviter le Rassemblement national, mais ça, c'est pas trop grave. Mais quand il ajoute, parlant des gens qui ont voté Rassemblement national, d'un air méprisant, ces gens-là, ils ne sont qu'11 millions de citoyens à avoir voté pour le Rassemblement national. Je n'étais pas dedans, évidemment, mais n'empêche que je trouve que l'attitude d'un Kylian Mbappé et d'autres qui se permettent de nous donner des leçons de civisme et d'orienter notre vote devient insupportable. Alors je ne suis pas du tout d'accord, votre honneur. J'en ai un peu marre, moi, qu'on interdise aux sportifs, même s'ils sont milliardaires, aux artistes, à tous ces gens un peu qu'on dit de l'élite, de ne pas exprimer leur opinion politique. Laissez-moi terminer. Surtout en cette période historique. Là, on vit une situation quand même très historique. Alors d'ailleurs, une chose, il était hier, vous savez que chaque veille d'un match, le capitaine de l'équipe nationale fait une conférence de presse. Hier, on lui a posé visiblement 2 ou 3 questions sur la politique. Imaginez s'il n'avait rien dit, disons, non, ça ne m'intéresse pas ce qui se passe. Déjà dit. Non, comment ? Il avait déjà dit ça il y a 8 jours. Non mais attendez, on est en démocratie, qu'on soit sportif, qu'on soit charcutier, qu'on soit intellectuel, on a le droit de donner son opinion. René, je voudrais vous poser une question avant de donner la parole à Farid Temsamani. Au moment des morts sur les chantiers au Qatar, on lui avait dit qu'est-ce que vous en pensez ? Il avait répondu moi je ne parle pas de politique. Alors il faudra m'expliquer pourquoi on ne parle pas de politique sur les morts des chantiers au Qatar, mais pour le vote du RN en France. Malheureusement, je vais être un peu cynique. Malheureusement, je vais être un peu un peu cynique. Le Qatar, c'est son employeur. Alors, je vous allez me dire, c'est très cynique de sa part. Mais dans ces cas-là, laissez-moi terminer. C'était son employeur. Il ne va pas commencer à critiquer le Qatar. Non, ne parlons pas de ça, hein. Je parle d'hier. Moi. Là, on vit une situation quand même historique sur le plan politique. Je ne vois. Souvenez-vous quand Zidane ne disait rien, on le prenait pour un idiot. Bah lui, il a rien dit de spécial. Et pour ces gens-là, d'ailleurs, je termine. Ces gens-là, je pense pas qu'ils parlent des électeurs du RN. Hein. Si. Non, je pense qu'ils parlent de la direction du Rassemblement. C'est faux. Mais si, c'est faux. Mais si. Comment ça, c'est faux? Moi, quand Farid Temsamani l'épisode, il n'y a pas longtemps. Farid Temsamani qu'on n'a pas entendu. Moi, ce que je crois, si j'ai bien saisi, ce qu'on lui reproche, c'est pas le fait qu'il s'exprime sur la politique, et tant mieux, c'est un citoyen comme un autre, même si en termes de responsabilité. C'est ce qu'on lui reproche. Ce qu'on lui reproche, c'est la stigmatisation d'une partie de l'électorat. Même si on n'apprécie pas tel ou tel parti ou telle direction, en réalité, dans un sens comme dans un autre, parce que vous en avez d'autres qui stigmatisent également les électeurs de la France insoumise. Moi, je pense que dans notre pays, en fait, il faut respecter tout le monde. Et on peut, justement, la démocratie, c'est de pouvoir échanger, mais en tout cas, stigmatiser un certain nombre de millions de Français, je trouve que c'est pas opportun. Et puis surtout, il n'a pas stigmatisé, il est maladroit. Il est maladroit de sa façon de parler, mais il n'a pas stigmatisé. Et surtout de la part de sportifs, qu'est-ce qu'ils ont à nous apprendre? Mbappé, il a une maturité quand même un peu plus importante. Mais un sportif, Philippe, c'est un citoyen. Un sportif est un citoyen, il a le droit d'exprimer son opinion. Vous êtes en train de dire qu'Mbappé ne sait pas tout à fait ce qu'il dit. Il est plutôt très construit. Non, mais il est très construit comme garçon. Il est construit. S'il dit ça, c'est que. Moi, le problème, c'est qu'il critique pas le Qatar parce qu'il dit je parle pas de politique, alors qu'il y a eu des centaines de morts sur les chantiers. Ça me pose. Ça n'a rien à voir. Non, c'est pas grave, des centaines de morts. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Mais ça n'a rien à voir. Je viens de vous dire que le Qatar, il est dans une situation tellement inconfortable, c'est son employeur. On l'interview exprès sur le Qatar. Excusez-moi, mais là, c'est une situation. Excusez-moi, quand on gagne autant de pognon, on prend ses cojones à la main et on dit ce qu'on pense qu'il y a des centaines de morts. L'argument de dire on gagne autant de pognon, alors on peut pas prendre position, c'est l'argument le pire démago et poujadiste qui existe. Mais si c'est comme quand on critique par exemple Bernard-Henri Lévy parce qu'il est milliardaire mais qu'il est de gauche. Et alors, il est de gauche. Mais lui, il pense un peu, Bernard-Henri Lévy. Mais d'accord. Vous êtes méprisant. Vous êtes méprisant parce que vous entendez qu'un sportif ne peut pas avoir une opinion. S'il vous plaît. Mbappé gagne des sommes folles. Et alors, il ne connaît rigoureusement rien à la vie des Français. Mais attendez, monsieur Bilger, monsieur le procureur, je termine là-dessus. Mais les Français qui discutent de politique au comptoir, dans les magasins, ce sont pas tous des spécialistes, des politologues. Mais ils parlent pas des millions de personnes. Ils parlent au comptoir. Mais ça, j'ai bien compris. Mais c'est pour dire que Monsieur Dupont ne vient pas nous donner des conseils de vote. Oui, mais ça, je le sais. Mais on parle de Mbappé, là, monsieur. Alors, on parle de Mbappé. Et René Chiche ne se permet pas, alors qu'il est ultra
ultra brillant de nous inciter à voter pour le Front populaire. Non mais attendez. Moi je ne suis pas une conférence de presse où on me pose une question sur la vie politique et sur le scrutin. Le Qatar n'est pas votre employeur. Et sur le scrutin historique qui a lieu dimanche. On lui pose une question. Moi franchement, j'admire pas spécialement Mbappé, je trouve pas spécialement intelligent, mais je trouve qu'il a fait son devoir de donner son opinion de jeune citoyen qui vient... Il a pas dit moi je ne voterai pas RN. Il a dit on ne peut pas voter pour ces gens-là. Il a pas dit on ne peut pas voter. Il a dit on ne peut pas confier le pays à ces gens-là. C'est pas la même chose. Et il voulait parler de Marine Le Pen. Vous voulez parler. Mais si. Écoutez. Ce qui vous déplaît, c'est que Mbappé a dit quelque chose qui finalement est contre le RN. Excusez-moi. C'est ça qui vous déplaît. Voilà, parce que vous êtes peut-être favorable au RN. René Chiche. Avouez, c'est les vrais gens. Avouez. Mais dites-le. Moi, je dis ouvertement que je vote Macron depuis toujours. René Chiche, s'il vous plaît. Pardon. Mais vous avez tort de vous en vanter. Philippe Bilger, je vais vous dire quelque chose. Vous voyez, autant je désapprouve sa dissolution, je trouve que c'est une erreur totale et qu'il a fait plein de bêtises durant. Mais je pense qu'on le regrettera, Macron. Parce que quand vous allez vous retrouver avec Madame Le Pen ou je ne sais qui éventuellement présidente, vous verrez que le Macron qu'on a tellement cassé durant 7 ans et que même pendant le Covid, maintenant tous les gens crachent sur lui. Tous les gens. Attendez. On disait la même chose de Sarko. René Chiche. Je constate que j'ai mis le doigt où ça fait mal et maintenant il faut lancer la pub, le mieux vaut Qatar que jamais. Chers amis, étant donné que nous avons fait 15 minutes sur une info, voilà. Sur une info Une info. Oui, non, mais une info, voilà, comme ça, et non une nympho. Voilà, excusez-moi. Voilà, si vous rebondissez sur ce truc-là. Le tour de table de l'actu de Vraie Voix avec vous, Farid Temsamani, avec un sujet un peu important quand même. Un sujet très délicat. Qui est le management toxique dans l'éducation nationale, et je me pose véritablement la question, sommes-nous pas dans une période qui est la période pré-France Télécom? Souvenez-vous, dans les milieu des années 2000, où on avait une situation où des gens se donnaient la mort parce qu'ils subissaient de la part de leur hiérarchie. Et dans l'éducation nationale, vous avez une situation quasi identique. Alors pour l'instant les suicides ne sont pas décomptés, ou en tout cas pas liés directement, mais vous avez de la pression et vous y rajoutez de la précarité qui s'est installée dans cette institution et de la peur. Et vous avez un cocktail malheureusement qui est celui-ci. Et je pense que c'est un sujet qui va revenir très souvent en boucle, et je tiens à le dénoncer parce que vous avez des femmes et des hommes qui aujourd'hui n'en peuvent plus, et à la veille des vacances scolaires, puisque c'est le cas, justement, la rentrée est très souvent une angoisse pour eux. Philippe Bilger. Très vite, parce que je ne veux pas lancer le débat. Il serait pire que pour Kylian Mbappé. Moi, je suis jamais très sensible à ces atmosphères qu'on prétend stresser. Je pense que les gens sont exagérément fragiles. Dans le judiciaire, on nous a fait le coup. Il faut se battre. J'en ai marre de ces fragilités. René Chiche. Moi, j'approuve plutôt Farid. Bien sûr. Non, mais c'est vrai. Autant j'étais pas en accord avec vous, j'approuve Farid. C'est vrai que dans certains milieux, dont le milieu de l'enseignement, il y a quand même. Moi, je connais aussi quelques enseignants qui sont quand même dans un état limite de dépression, qui sont vraiment. Non, sérieusement. Parce que c'est dur. Philippe, on est arrivé. En fait, souvenez-vous, France Télécom les dirigeants de France Télécom avaient été notamment condamnés pour harcèlement moral institutionnalisé. Et en réalité, ce que l'on reçoit, l'éducation nationale, elle est connue pour être l'institution la pire, d'une certaine manière, de l'État français, d'une certaine et surtout manière. La grande muette, parce que... Et le pas de vague, justement, c'est qu'en fait, tout le monde connaît cet état de fait. Et derrière, moi, je connais quelqu'un qui en est décédé. Et c'est quelque chose qui est véritablement aujourd'hui qui commence à être ancré petit à petit, parce que la pression, que ça soit de Grenelle et ainsi de suite, des recteurs et jusqu'au directeur académique, jusqu'au chef d'établissement, qui très souvent n'ont aucune... Je ne veux pas généraliser naturellement, parce que vous avez des gens qui font très bien leur travail, mais qui ont, en termes de management, font du management d'un autre siècle, d'un autre temps, alors qu'en France, en 2024, on ne doit pas mourir pour ça. Oui. Le tour de table de l'actualité de René Chiche, qui est original a priori. Top chrono, je voulais vous rendre hommage. Après Stoney Chardenne, après Ringo Sheila, après Roger Pierre et Jean-Marc Thibault,
après Jackie et Michel, après Bill Clinton et Monica Lewinsky. Eh bien, je voulais rendre hommage à ce fameux duo, Fifi, alias le dodu pour les intimes, et Madame Cécile, pour moi. Alors, je vais pas tout dire parce que ça va être trop long, mais pourquoi Philippe David d'abord? Philippe David, l'homme des beaux mots, mais non pas des gros mots. L'homme de toutes les curiosités, de tous les ballons. Le ballon rond, le ballon ovale, mais aussi, on me dit, le ballon de rouge, qu'il ingurgiterait en grande quantité dans les toilettes avant de démarrer l'émission, comme on l'a confié entre deux bons mots, non pas deux mais trois, l'excellent Félix. Il balance des fake news. Cécile de Minibus. Madame Cécile, la patronne, la femme de toutes les audaces, la gardienne des lieux, la générale en chef en charge de la circulation de la parole et, bizarrement, la seule femme au monde qui me dit chaque semaine, en se plaignant, c'est trop long, tu es trop long, tu es trop court, c'est trop court. Alors, serait-ce une condamnation de ma virilité ou alors un encouragement à me transformer en éditorialiste précoce, pardon. Voilà. Mais je ne pouvais pas terminer en saluant toute l'équipe pour sa dernière de la saison, de l'été, sans bien sûr saluer, sans rendre hommage, je veux dire, Sa Majesté, le seul, l'unique, le procureur Philippe Bilger. Quelle culture, quelle éloquence, quel sens de l'écoute, quel humour, mais surtout quel sacré tricheur lors du c'est qui l'a dit. Et surtout, et ça va reprendre ce que vous avez fait tout à l'heure avec votre cadeau, Philippe, vous voyez, les grands esprits se rencontrent. Surtout, quelle connaissance encyclopédique de tous les recoins du Cap d'Agde, où chaque week-end, et il faut que les auditeurs de Sud Radio le sachent, chaque week-end, il retrouverait son fan club, officiellement pour la relecture complète de l'œuvre de Charles Péguy, alors qu'officieusement, mais là, la décence m'interdit d'aller plus loin. Voilà, mes chers Fifi et ma chère Madame Cécile, vous allez nous manquer cet été. Et que je vous souhaite lumineux. Mais comme vous admirez mon talent énorme, ma culture exceptionnelle, ma beauté physique et surtout ma modestie légendaire, je sais évidemment que c'est moi qui vais énormément vous manquer. Donc si ce manque chichien est trop fort pour vous à supporter, ce que je peux aisément comprendre, vous avez mon numéro. Bravo. Bravo René. C'était un peu d'humour pour la fin de saison. Moi qui n'ai aucun humour, comme vous le savez. Merci René. Et là, vous en avez vraiment eu. Ça change. Dis donc, pour une fois que vous êtes brillant, c'est bien. Et encore, j'ai coupé. Ah, vous avez coupé? Dans mon texte, bien sûr. Ah oui. Dans mon texte. Les vannes vaseuses, c'est pas possible. Les vannes de Philippe David. Allez, un petit peu de sérieux, puisque dans un instant, malgré les nombreuses consignes de vote des principales têtes de proue des différents partis, la majorité des Français disent ne pas vouloir écouter ce qu'on leur propose pour ce second tour au dimanche des élections. Alors parlons vrai, suivez-vous encore les consignes de vote des partis? Est-ce que le Front républicain signifie encore quelque chose? Les électeurs vont-ils faire barrage au RN? Vous dites non à 85%, vous voulez réagir? Nadjet attend vos appels au 0826 300 300. Notre invité Bruno Millienne est avec nous, ancien député Modem et ancien candidat Ensemble pour la République sur la 9e circonscription des Yvelines. Vous êtes désisté à l'issue du premier tour. Est-ce que finalement cette vague RN était inéluctable? Ah oui, je pense qu'elle était inéluctable. Dans la suite des élections européennes, je pense que c'était un peu court pour provoquer une dissolution à ce moment-là. Je pense que le président a été un parieur de poker un petit peu, optimiste sur le fait qu'effectivement on pourrait enrayer ça. Je pense qu'il aurait mieux valu faire ça après les Jeux Olympiques, comme c'était prévu, comme on s'y attendait. Du temps serait passé entre les élections européennes et ce moment de la dissolution, et les choses auraient été autrement vécues par les Français en tout cas. Allez, on en parle dans un instant. 0826 300 300, vous les commentez. Vous êtes les bienvenus, on est ensemble jusqu'à 19h pour cette dernière avec Philippe David et notre équipe. Et on vous souhaite la bienvenue. Philippe Bilger est avec nous, Farid Temsamani et René Chiche, le Woman Show, j'ai envie de dire. Oui, vous avez un petit côté féminin. Produit au cabaret chez Michou demain. Il a fait un exercice d'admiration remarquable. Merci Philippe. C'est vous qui avez écrit ça me fait plaisir. Cette ode, c'est vous qui l'avez écrite? Pas du tout, intelligence artificielle. Ah ouais, très bien. Comme ça, c'est... Bien sûr que c'est moi. C'est votre opposé, c'est ça qui est bien. Allez, tout de suite, le coup de projecteur des vraies voix. Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix.
Notre consigne est simple, directe et claire. Pas une voix, pas un siège de plus pour le RN. L'enjeu de ce second tour, c'est de priver l'extrême droite d'une majorité absolue en construisant une assemblée où nous pèserons suffisamment pour bâtir entre forces républicaines des majorités de projets et d'idées. Je ne crains aucun désistement. Je crois que le Rassemblement national peut remporter cette élection dimanche avec une majorité absolue, évidemment avec ses alliés, notamment les Républicains à droite d'Éric Ciotti. Donc dimanche, j'appelle les Français à rester mobilisés. Personne n'est propriétaire de ses voix, selon la formule consacrée depuis des lustres. Pourtant, à chaque second tour se pose la question du soutien des candidats éliminés ou désistés. 3/4 des électeurs disent ne pas suivre les consignes de vote, selon un sondage. Mais le quart restant pourrait s'avérer déterminant sur des circonscriptions aux résultats serrés. Alors parlons vrai, est-ce que LFI ne risque pas de cristalliser plus de barrages que le RN sur son étiquette? Est-ce que le RN est devenu un parti comme les autres et que le barrage ne s'impose plus? Et à cette question, les électeurs vont-ils faire barrage au RN? Vous dites non à 85%, vous voulez réagir. On attend vos appels au 0826 300 300. Et on est ravis d'accueillir Bruno Millienne qui est avec nous, ancien député Modem et ancien candidat Ensemble pour la République sur la 9e circonscription des Yvelines. Vous êtes désisté au premier tour. On va en parler dans un instant, juste avant Philippe Bilger, peut-être sur ces électeurs qui, oui ou non, faut-il faire barrage au D'abord, moi aussi, je suis très sensible à la présence de Bruno Millienne. Ça n'est pas évident de venir dans les conditions d'aujourd'hui. Ouvrez voix, certes, c'est la meilleure émission radiophonique, mais c'est pour ça que je suis là. Ouais, voilà. C'est ça. Mais plus sérieusement, je crois que les consignes de vote aujourd'hui, je dirais pas non pas systématiquement un effet contre-productif, mais en tout cas, elles ne correspondent pas toujours au désir de leurs initiateurs. Moi, il y a deux choses qui me choquent de manière presque principielle. D'une part, je suis un peu déstabilisé par le fait que la seule obsession soit de faire battre un camp et par conséquent de ruiner les conséquences qui seraient logiques d'un premier tour pour éviter une victoire éclatante au second. Ça me choque parce que je considère que derrière le formalisme égal de la campagne, il n'y a pas véritablement d'équité démocratique. Et deuxième élément, je crois que ça aggrave le sentiment de désaffection du peuple dans toutes ses composantes, entendons-nous, à l'égard de la classe politique. Farid Tebselani. Moi, j'ai un véritable souci avec cette notion de désistement d'un point de vue purement démocratique, en réalité. D'ailleurs, on ne doit cette situation-là qu'à notre mode de scrutin sur les législatives. Je pense que globalement, les Français ont dépassé le fameux plafond de verre pour l'extrême droite ou le Rassemblement national. On le voit, dans une élection européenne, ils font un tel score, c'est la véritable représentation de notre pays. Alors ça a été évoqué lors de la construction de la 5e République, Debré l'avait construite justement pour éviter les blocages de la 3e et de la 4e, mais en réalité, je pense qu'aujourd'hui, ça n'est plus le cas. Aujourd'hui, vous avez des gens qui ne respectent plus forcément les consignes de partis qui parfois sont complètement déconnectés, et donc on a l'impression qu'en fait ça renforce davantage les extrêmes qu'autre chose, à mon avis. René Chiche. Non mais moi je trouve que c'est logique qu'un candidat qui ne peut pas avoir accès au second tour, ou bien décide de ne pas aller au second tour, se désiste logiquement. Après, les électeurs, c'est ça la grande leçon. C'est même pas la grande leçon. Les électeurs choisissent en leur âme et conscience. Il y a même des électeurs qui choisissent au dernier moment dans l'isoloir. Oui. Et on le sait. Jusqu'à il n'y a pas longtemps, c'était très souvent le cas. Voilà, exactement. Mais ce qui est certain, c'est qu'actuellement, là, l'élection à laquelle on assiste aujourd'hui, finalement, les désistements, d'après les derniers sondages, vont finalement être plus défavorables pour le Rassemblement national, puisqu'on voit une baisse visiblement des députés qui pourraient avoir, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, ces derniers sondages d'hier, en raison des désistements à gauche et donc mais pour moi, le désistement, ça fait partie quand même de la 5e République, et ça ne me choque pas. Mais par contre, ce qui est certain, et ça je suis d'accord avec Philippe et Farid, c'est vrai que les électeurs, à mon avis, choisissent d'eux-mêmes. Ce ne sont plus des bénis oui-oui qui obéissent aux ordres. Mais maintenant, dernière chose, quand un candidat, par exemple LR, se désiste, par rapport à un RN ou un France Insoumise, est-ce qu'il va automatiquement voter pour le RN? C'est des choses tellement... vaste programme, quoi. Justement, quand il y a eu on avait la proportionnelle sous la 4e République, le général de Gaulle voulait mettre la proportionnelle à un tour.
et finalement c'est sous la pression de l'opposition qu'il a mise à 2 tours. Est-ce que ce serait pas plus simple et que ça éviterait les combinations et d'entre 2 tours? J'en viens à me poser la question parce que là, par 2 fois quand même, 2022 et 2024, vous voyez bien que les Français sont en train de ne pas donner de majorité à l'un des 3 camps à l'Assemblée nationale. C'est bien le message envoyé déjà en 2022 qui n'a été respecté par personne, de la capacité des députés à travailler ensemble pour le bien du pays et le bien des Français, et non pas pour leurs étiquettes respectives. Moi, je dis ça d'autant plus facilement que je suis modem et que c'est dans notre ADN. Donc, je pense que la proportionnelle intégrale, oui, ce serait pas mal. Celle qu'on a connue notamment avec François Mitterrand. Elle était à 5%, et pas intégrale. Oui, mais et départementale. Oui, mais malgré tout, commençons par ça. On peut après aller vers l'intégrale, mais il y aurait une vraie représentativité des forces vives du pays. Parce que là où je suis pas tout à fait d'accord avec vous sur les européennes, c'est que les européennes, effectivement, ça a porté le Rassemblement national devant. C'est pas forcément un vote d'adhésion. Il y a aussi eu des votes, on l'a vu d'ailleurs, ça s'est traduit derrière, il y a aussi eu des votes de contestation. Parce que l'Europe, c'est loin pour les Français et que ça n'a pas finalement pas eu de conséquences sur la physionomie du Parlement européen. Pour l'instant. Donc voilà. Et pour en revenir au désistement, moi j'ai attendu les consignes de personne. J'ai pris 30 secondes. En 30 secondes, j'ai annoncé mon désistement. Pourquoi ? Parce que si je me maintenais, le candidat du Rassemblement national allait forcément passer. Si je me désistais, il y avait peut-être une chance que la candidate socialiste passe. Mais j'ai pas attendu les consignes des chefs à plumes. C'est ma conviction personnelle. Philippe Bilger. Bruno, dans le micro. Est-ce que cette élection n'est pas un peu particulière puisque on peut considérer, sans être véritablement obtus ou de mauvaise foi, que le danger est plus du côté de l'extrême gauche que de l'extrême droite? Est-ce que ça n'a pas aggravé les états de conscience de certains? Alors, c'est une question qui est... Bon, je vais y répondre parce que j'ai pas l'habitude de me cacher derrière mon petit doigt. Si on regarde purement au niveau du programme économique, on va pas se mentir, ils ont beau nous raconter ce qu'ils veulent, ils sont pas enfermés 96 heures pour faire un programme. Le programme, c'est 95%, le programme de la France Insoumise de 2022. Il est totalement confiscatoire, il va faire fuir les entreprises. Moi, j'ai vu les petits commerçants, notamment des boulangers, vous leur dites 1600 € net de SMIC et on bloque le prix de la baguette, le mec, il me dit je ferme. Bon, voilà, clairement. Là, il y a la figure tutélaire de Jean-Luc Mélenchon qui est vraiment lui aussi détesté, même peut-être plus qu'Emmanuel Macron. Et de l'autre côté, au fur et à mesure de la campagne, il n'y a plus de programme économique au Rassemblement national. En revanche, et pour moi... Oui, il se délite en fait. Voilà, ça se délite. En revanche, ils ont montré à nouveau leur vrai visage, c'est-à-dire qu'on a vu le ripollinage de la façade s'effacer, notamment quand on a commencé à attaquer les binationaux. Les emplois réservés, je vous signale quand même que Marine Le Pen avait déposé une loi, je crois que c'est le 25 janvier 2024, pour interdire à tous les binationaux des emplois dans toute la fonction publique. C'était pas quelques cas. Toute la fonction publique. Donc voilà, les gens ont à faire un choix entre souvent dans ce qui restera comme duel, entre ça. Bon, ça va être compliqué. C'est pour ça que effectivement la proportionnelle est mieux. Moi simplement, ce que je pourrais dire aux auditeurs, je veux pas influencer leur vote, mais dans la réflexion que j'ai, il y a une troisième voie qui est très mince, très ténue, c'est d'envoyer suffisamment, j'allais dire, de socialistes, de républicains, les républicains modérés et de députés de la majorité présidentielle à l'Assemblée pour qu'il y ait une majorité élargie de là qu'on puisse quand même travailler pour le pays. Les républicaines. Je pense qu'il est temps qu'à la fois les socialistes, et j'ai discuté avec certains, ils sont prêts, qu'à la fois les républicains, et puis au milieu, cette majorité présidentielle, se disent, bon, il reste 3 ans, il faut quand même qu'on fasse quelque chose pour le pays, donc sur 4-5 points, faisons-le. Un mot, Farid ou René, très court. Pour revenir sur le mode de scrutin, le risque, c'est quoi? C'est que vous avez une majorité de gens qui ont voté potentiellement pour une direction et qui ne soient pas représentatifs, en tout cas suffisamment, à l'Assemblée pour les lois, etc. Et je pense, à titre personnel, que nous sommes arrivés à la fin de ce mode de scrutin. Absolument. Parce que les gens, en fait, c'est ce qui fait augmenter les extrêmes. On vote majoritairement, mais finalement, on n'a toujours pas le pouvoir. Et pire, c'est la solution que vous venez d'évoquer, qui peut se comprendre en réalité. Elle ne sera, à mon avis, mal perçue. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça n'a pas été écrit en amont. C'est quelque chose, en fait, qui risque d'arriver. Et les Français, à mon avis, détestent ce genre de choses. Je suis d'accord avec vous, mais en l'absence d'une majorité claire de l'un des 3 camps, il va bien falloir avancer. On peut pas laisser le pays à la dérive pendant 1 an, même si dans 1 an, on peut à nouveau faire une dissolution.
C'est vrai. En tout cas, on aura la réponse dimanche soir. Les amis, que tout le monde aille voter. Faites le mieux que vous pourrez. De toute façon, et sortez couverts, et sortez couverts. Exactement. Et soirée élection dès 19h30 avec Jean-Marie Bordry sur Sud Radio. Et merci en tout cas pour cette belle saison avec vous, Philippe David, avec merci vous, Philippe Bilger, avec vous, Farid Samani, même si vous n'étiez pas là souvent. Enfin, René Chiche aussi. Merci à toutes nos vraies voix en tout cas. Merci à tous les auditeurs de nous avoir suivis si longtemps, pendant 3 heures tous les jours. Et on se retrouve en septembre. On se retrouve en septembre. Moi, je reste encore la semaine prochaine, mais de midi à 14h à la place d'André Berkoff. Ah bah tiens, je vais vous écouter. Ah bah c'est bien. Et à notre place, ce sera Judith Belair et Frédéric Brindel dès lundi 17h. Et qu'on embrasse. Vous voir. Les embrasse. Merci en tout cas à notre équipe formidable. Merci Maxime, merci Nadjet d'avoir été avec là. On remercie Félix, Aude, Eve qui est parti et l'ensemble des équipes de Sud Radio, cette famille qu'on aime beaucoup. Passez de bonnes vacances, salut et à l'année prochaine. À l'année prochaine, enfin la saison prochaine.